Examen ce jeudi de la mise en place d'une commission paritaire sur la Commission électorale nationale indépendante à l'Assemblée nationale. Processus de désignation de membres de la centrale électorale, les PPRD s'est dit non partant et il n'enverra pas ses délégués à la Commission électorale nationale indépendante dans les conditions actuelles. 7 millions d'électeurs zambiens sont appelés aux urnes ce jeudi sur fond des dettes et crises économiques. 16 candidats sont en lice, notamment le président sortant Edgar Lungu et Hakainde Hichilema. Les deux s'affrontent pour la 3e fois. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Les députés nationaux sont convoqués en plénière ce jeudi 12 août 2021. Une plénière axée essentiellement sur la mise en place d'une commission paritaire sur la Commission électorale nationale indépendante. Cette commission paritaire aura pour mission de travailler sur les différents contentieux autour de la désignation des animateurs de la CENI. Restons à la chambre basse du Parlement pour parler cette fois-ci de la poursuite des auditions des autorités publiques concernées par les dossiers évaluation de l'état des sièges décrétés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à la Commission défense et sécurité que dirige le député national Bertin Mubondi. Hier, c'était le tour de la ministre de la Justice, Rose Mutombo. Après avoir sollicité et obtenu 48 heures pour répondre aux préoccupations des députés de la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'évaluation de l'état des sièges, la ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, est venue donner des réponses adéquates aux questions lui posées par les élus du peuple. Pour le président de cette commission, Bertin Mubondi, les réponses sont satisfaisantes et notent surtout la volonté de la part de la ministre de voir la paix être restaurée dans l'est de la RDC. L'évaluation que nous sommes en train de faire au niveau de la commission vise tout simplement l'amélioration de la manière de faire pendant l'état de siège, pour permettre à l'état de siège d'être vraiment la réponse à la grande préoccupation de tous les Congolais, celle de voir la paix et la sécurité être rétablies dans la province de l'Ituri, mais aussi au Nord Kivu. Et c'est sur base de ce qui va être fait au sein de sous-commissions ad hoc que nous allons faire notre rapport. Mais vous pouvez vous rassurer que nous allons atterrir et permettre à l'armée de faire son travail et à tous les Congolais de croire en cette décision prise par le président de la République et qui va certainement être une solution pour les Congolais de l'Est de la République. Ce qui est positif, estime le membre de la commission défense et sécurité, c'est que tous ceux qui ont été auditionnés sont attentifs et veulent que les résultats sur terrain soient probants. Je le disais dans les titres, les PPRD exigent le consensus pour la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, affirme que les partis chers à Joseph Kabila n'enverra aucun délégué dans les conditions actuelles qui ne saurait garantir un processus électoral crédible en 2023. La question d'actualité politique aujourd'hui, c'est la désignation des animateurs de la structure qu'on appelle ici CENI, Institution d'appui à la démocratie. Un délai a été donné. Au niveau du PPD, on a débattu de la question à plusieurs reprises. Au niveau du FCC également. Un courrier a été adressé au bureau de l'Assemblée nationale pour dire, c'est le FCC qui a écrit, pour dire que il faut nous donner un délai supplémentaire pour que nous puissions approfondir le dossier de la désignation des membres de la CENI. Mais également ce courrier qui était signé par le président du comité de crise du FCC, ce courrier a aussi indiqué que nous demandons un minimum de consensus dans la désignation de ces personnalités-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons appris par les bouches autorisées que certaines composantes ont déposé
malgré le manque du consensus. Je dis bien certaines composantes ont déposé, malgré le manque du consensus. Nous, PPRD, face à cela, si on compare ce qui s'est passé à l'époque où Mavunda était président de l'Assemblée nationale, il y avait 6 composantes qui avaient donné les noms, Ronsard, Malonda, mais vous avez suivi la réaction de tout le monde. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Assello, s'est entretenu avec quelques notables de la province du Tanganyika. La délégation était composée du gouverneur Haï, du président de l'Assemblée provinciale et quelques députés élus de cette partie de la RDC. L'occupation zambienne sous les sols de la République démocratique du Congo, plus précisément territoire des Moba, préoccupe au plus haut point les ressortissants du Tanganyika, ce qui a justifié une forte délégation auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assello. Cette forte délégation, conduite par les gouverneurs intérimaires, est venue clarifier la situation qui se vit actuellement dans les territoires des Moba quant à la délimitation des frontières entre la Zambie et la RDC. La situation sécuritaire évolue dans un bon climat. Et on peut dire que relativement sur toute l'étendue du territoire, elle est contrôlée. La position prise par le VPM intérieur par rapport à notre requête est une position qui est positive. D'abord, la première est celle de nous avoir reçus, moi et ma délégation. La deuxième, c'est celle d'avoir été dans le sens de la population congolaise. Et la troisième, c'est de faire en sorte que ce problème soit réglé le plus pacifiquement possible, de manière à faire que les relations entre le Congo et la Zambie puissent continuer dans le calme que l'on vit actuellement. Et ainsi donner la possibilité aux 2 chefs d'État d'aider ces 2 pays à évoluer main dans la main. À l'issue de cette audience, le numéro 1 de la sécurité a promis de s'engager pour que ces problèmes soient réglés le plus pacifiquement possible. C'est dans le souci de faire que les relations entre les 2 pays continuent dans un bon climat. Dans les grands Bandundu, les écoles par manque des frais de fonctionnement se tournent au commerce pour avoir de quoi tenir. Les lourds tributs, ce sont les élèves qui le payent parce qu'ils sont employés dans la fabrication et le transport de certains matériaux, revendiqués ainsi à la cité. La gratuité de l'enseignement initiée par le chef de l'État met en mal le fonctionnement de plusieurs écoles en République démocratique du Congo. Commentaire de Gaëtan Koubabondi. C'est le journaliste d'investigation Guillaume Atatama qui est le premier à alerter sur ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans le Grand Bandundu ainsi que dans d'autres provinces de la République. Après les cours, les aires des écoles se transforment en espace industriel et commercial, une exploitation des enfants qui ne dit pas encore son nom. En filigrane, la contrainte des écoles à s'adapter tant bien que mal à la gratuité de l'enseignement. Guillaume Atatama était dans ces provinces dans le cadre d'un projet couvrant les secteurs sociaux de base, notamment l'éducation. D'abord, il faut dire qu'il y a un problème de frais de fonctionnement d'école. L'État envoie pratiquement 45 $ le mois aux écoles et elles n'arrivent pas à l'utiliser. Souvent, ce sont des autorités scolaires, je veux dire des inspecteurs, des sous-provinces, quand ils passent pour contrôler les écoles, sont parfois obligés de récupérer cet argent pour leur transport, achat, carburant, pour mettre dans leur moto et permettre de faire la ronde des écoles. D'office, les écoles ont un problème de frais de fonctionnement. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont chercher des marchés, tout type de marchés, tout type de contrats commerciaux, notamment envoyer des enfants, transporter des marchandises pour les privés, parfois ce sont des cailloux pour construction, parfois il y a beaucoup d'activités, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Les faits se déroulent donc dans le Kwilu, le Kwango, le Maïndomé, aussi bien dans certaines parties du Grand Équateur. Ces exploitations non encore décriées par les autorités de la République périclitent l'avenir éducationnel de ces enfants. Lutte contre l'insécurité dans les sites Kivu, les gouverneurs de province Théo Ngouabi-Djekassi vient de doter à la brigade d'intervention rapide de la police nationale congolaise de nouveaux moyens de déplacement rapide, notamment des motos Pampa neuves.
Situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu. Le gouverneur Théo Ngwabidjekasi prend la question à bras le corps, décidément résolu à préserver la quiétude des habitants ainsi que leurs biens. Vient de doter la police nationale congolaise une dizaine de motos pour faciliter leur mobilité dans la filature des bandits et autres ennemis de la paix. Tous pimpaneufs, ces engins roulants constituent la concrétisation d'une doléance maintes fois faite par les éléments de la police lors des présentations de présumés criminels après des coups de filet des éléments de sécurité. C'est là pour leur permettre de pourchasser les auteurs de la criminalité urbaine, même dans des passages où un véhicule ne pouvait passer. Pour que demain, la sécurité soit totale dans la ville de Bukavu. Et nous allons encourager tous ceux qui vont se distinguer dans ces corps et qui aujourd'hui, la population attend beaucoup d'eux. Continuer à servir notre province, continuer à servir notre pays. Tel est l'engagement du président de la République qui veut que la paix soit instaurée à l'est du pays en général et au Sud Kivu en particulier. Je promets à tout policier qui va se distinguer d'avoir chaque mois, nous sélectionnerons trois personnes, 3 policiers qui vont se distinguer pour avoir une prime spéciale. Le gouverneur Théo Ngwabidjekasi a remis symboliquement les clés de ses motos au général de la police qui les a remis à son tour au commandant de cette unité. Le patron de la police au Sud Kivu a exprimé toute sa gratitude au gouverneur pour cette dotation. Elle a pour mission de constater les infractions entrant dans son domaine de compétence, de rassembler les preuves, de rechercher et identifier leurs auteurs et les déférer devant les autorités judiciaires compétentes dans les formes prévues par la loi. Signalons qu'à cette occasion, une unité nouvellement capacitée au sein de la police a été présentée au gouverneur avec comme objectif d'être encore plus performant sur le terrain afin de déjouer d'éventuels plans de criminalité organisés, et cela dans la vision de Théo Ngwabidjekasi qui a fait de la sécurité le principal pilier de son action gouvernementale. Restons dans cette partie du pays. Pour la première fois, des micros, petites et moyennes entreprises sont à l'honneur dans la province du Sud Kivu. Elles ont bénéficié de l'accompagnement de FPM et ça, entendez par là, Fonds pour l'inclusion financière dans sa perspective de contribuer à la sécurité sociale, socle du développement communautaire. La joie était en son comble dont les chefs des bénéficiaires. Le gouvernement provincial de cette province a promis d'apporter tout son soutien pour la réussite de ces partenariats. Reportage de Joseph Famani. C'est un gigantesque contrat qui a pour mission de promouvoir l'inclusion financière, mais aussi construire un noyau d'institutions financières qui seront en mesure de pouvoir accompagner et soutenir les micro, petites et moyennes entreprises, ce qui constitue une réponse solide et adaptée aux besoins du financement des acteurs économiques de la région bénéficiaire. Ce secteur qui pour nous constitue le socle du développement parce que l'autonomisation financière est la seule voie pour, je dirais, l'indépendance de l'humain, et cette autonomisation ne viendrait que par un accompagnement financier. De son côté, le directeur gérant de PAIDEC indique qu'en cette période de croissance, cette institution s'est butée à un problème de refinancement, ce qui les a poussés à lancer une demande qui visiblement a retenti dans de bonnes oreilles. À travers notre partenariat avec FPM, parce que là maintenant nous avons les moyens quasi suffisants pour répondre à leurs besoins et ainsi contribuer au développement socio-économique de notre province. Même exercice pour la COPEC Bagira qui a reçu un prêt qui va permettre à cette structure d'appuyer les micro, petites et moyennes entreprises et les populations à faible revenu du Sud Kivu afin de les aider à pérenniser leurs activités génératrices de revenus. On a estimé qu'il était nécessaire d'apporter notre pierre et d'accompagner cette institution afin de les permettre d'avoir beaucoup plus d'ancrage sur ce qu'ils font déjà très bien depuis 1976. L'accompagnement des micros et petites entreprises dans les milieux ruraux. Nous sommes très convaincus que le développement de notre pays ne passera que par l'autonomisation des micros, petites et moyennes entreprises. Le directeur gérant de la COPEC Bagira a exprimé toute sa gratitude au FPMSA car ses prêts tombent à point nommé. Sur notre continent, les Zambiens vont choisir ce jeudi leur président entre les sortants Edgar Lungu et son rival de toujours, Hakainde Hichilema, à l'issue d'une campagne tendue centrée sur l'économie du premier pays africain à avoir fait défaut sur ses dettes. Récit de Bénédicte Ntoya.
7 millions d'électeurs zambiens sont appelés aux urnes ce jeudi pour choisir entre leur président sortant, Edgar Lungu, et son rival de toujours, Hakainde Hichilema, à l'issue d'une campagne tendue centrée sur l'économie du premier pays africain à avoir fait défaut sur sa dette. Arrivé au pouvoir depuis 2015, suite au décès de son prédécesseur Michel Sata, le président Edgar Lungu est accusé par la société civile d'avoir manipulé les institutions pour s'accrocher au pouvoir, en multipliant les actes de répression contre la dissidence, infligeant notamment 4 mois de prison à son opposant actuel, Hakainde Hichilema, qui avait contesté sa victoire à la présidentielle de 2016. Un scrutin marqué par de violences préélectorales et les déploiements sans précédent de l'armée, la raison officielle avancée par les autorités est le maintien de l'ordre. Depuis août, des violences ont éclaté entre le parti du PF, le Front patriotique au pouvoir, et de l'UPND, le Parti uni de développement national de l'opposition de grands partis. 2 militaires du PF ont perdu la vie lors des affrontements. Ces groupes autodéfense, armés de machettes et des haches, sont surnommés les cadres et font office des bras armés des 2 grands partis. D'après une électrice, ces groupes autodéfense intimident parfois les gens de la rue, les passants à tabac, et parfois ils harcèlent les femmes et ils extorquent le conducteur, les obligeant à leur verser de l'argent. Si vous refusez, ils vous agressent ou ils brisent le vitre de votre véhicule. C'est la folie. Parce qu'ils appartiennent à un certain parti politique, ils ont l'impression d'être intouchables et de pouvoir faire ce qu'ils veulent, témoigne l'avocate Béatrice Chola. L'actualité politique en Afghanistan, les talibans contrôlent 65% du territoire afghan. Selon les Parisiens, ces combattants pourraient isoler la capitale en 30 jours et peut-être la prendre dans les 90 jours. Quel sens donner à la présence américaine qui laisse un pays économiquement fragile avec une armée en totale débandade? Peut-on faire confiance à un pays qui laisse désolation après son départ? C'est quoi donc un partenariat privilégié? On en parle avec notre éditorialiste maison, Jean-Marie Kassamba. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui explique l'offensive des talibans en Afghanistan aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut comprendre par rapport à la situation en Afghanistan est que c'est un pays qui a été toujours au centre des intérêts de grandes puissances. D'abord, c'est un terrain des conflits entre les capitalistes et les communistes. Il y a eu d'abord l'affrontement entre les soviétiques et le reste du monde, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés. Les soviétiques ont été contraints de quitter l'Afghanistan en laissant derrière beaucoup de cadavres, et eux-mêmes, ils ont même laissé des cadavres derrière, et ils n'ont jamais vaincu la guerre là-bas. Ensuite, il y a eu la victoire des talibans. Et parce que les talibans sont considérés comme des musulmans qui ne partagent pas, on va dire, la croyance avec le monde occidental, ils ont été combattus et vaincus partiellement. C'est pour ça qu'on a installé un pouvoir, on va dire, pro-occidental, qui a géré pendant un certain temps. Mais à chaque fois, les talibans revenaient toujours à la charge, jusqu'à ce que les Américains, l'OTAN et l'ensemble de la communauté internationale s'installaient en Afghanistan pour en finir avec les talibans. Rappelez-vous que c'est là où Oussama Ben Laden a été tué, enfin, on l'a tué au Pakistan à côté, mais c'était plus parce que ce sont dans les montagnes afghanes que Oussama avait installé son QG, et c'est pour ça que George Bush, à son temps, avait envoyé des militaires là-bas. Pendant tout le temps, de tous les présidents qui se sont succédés aux États-Unis, on a toujours considéré que la guerre en Afghanistan, c'était la guerre du bien contre le mal. Mais on n'a jamais vaincu cette guerre. L'Américain était là pour former l'armée afghane, l'Américain était là pour développer l'Afghanistan. De tout ceci, il n'y a jamais eu de résultats escomptés. Depuis l'arrivée de Barack Obama, il était décidé qu'il faut évacuer l'Afghanistan. Les Européens sont partis. Trump avait déjà décidé cette évacuation et c'est maintenant Biden qui est en train de les concrétiser. En réalité, toutes ces années où ces Américains sont restés en Afghanistan, ça n'a résolu aucun problème, ni des problèmes de renforcement des capacités de l'armée américaine, afghane, ni même le développement de ce pays. Aujourd'hui, les talibans reviennent en force.
avec les soutiens notamment de l'Iran et quelques pays musulmans du coin. Et je pense que l'offensive qu'ils ont abordée depuis quelques semaines maintenant, ça va aboutir à la prise de contrôle de Kaboul, la capitale, et on va finalement assister à ce qu'on a vécu autrefois, c'est-à-dire l'islamisation de l'Afghanistan. La leçon qu'on peut tirer de cela est que aucun pays au monde n'a jamais eu de solution lorsqu'il y a eu des interventions étrangères. Et quels sont les précédents? Les précédents, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous prenez les cas, par exemple, de l'Irak. On était venu pour, on va dire, en finir avec un dictateur qui était là pour décimer le reste du monde, en commençant par ses voisins, le Koweït, etc., Saddam Hussein. Saddam Hussein a été arrêté, tué. L'Irak, c'est autant de morts, pas de démocratie, pas de développement. Et aujourd'hui, une grande partie de l'armée américaine a évacué l'Irak. Et l'Irak est resté dans des situations plus que difficiles. L'autre précédent, c'est le Liban. Entre le Liban et l'Israël, il y a la FUNUL, qui est là, la force des Nations Unies. Aujourd'hui, pas plus que la semaine dernière, il y a eu encore des bombardements du Liban par l'Israël et vice-versa. Ça n'a jamais fini. Vous revenez sur le continent, le cas emblématique, c'est la Libye. L'OTAN et les États-Unis, plutôt l'OTAN fait partie des États-Unis, mais surtout la France, qui était avec Sarkozy en tête, ils sont partis tuer Kadhafi. Kadhafi est mort, aujourd'hui la Libye est devenue la poudrière. Et c'est de la Libye que partent tous ces terroristes, entre guillemets, qui sont dans le Sahel. Le Sahel qui est devenu aujourd'hui un pays de non-droit, le Mali, le Burkina Faso, même le pays du Maghreb comme la Tunisie, parce qu'il y a eu une intervention qui n'a pas donné des résultats escomptés. La République centrafricaine, le Soudan et même la Somalie. Et donc, nous devons faire très attention lorsque nous voulons avoir des partenariats ou voulons exiger ou demander qu'il y ait l'intervention des forces étrangères sur notre sol, parce qu'on ne connaît pas les résultats de ce que cela va donner après. La preuve, dans tous ces pays, il y a eu des interventions, il n'y a ni démocratie, ni paix, ni développement. Merci Jean-Marie Kassamba. Je rappelle que vous êtes éditorialiste maison. Merci à vous, madame. Place au rappel des titres. Examen ce jeudi de la mise en place d'une commission paritaire sur la Commission électorale nationale indépendante à l'Assemblée nationale. Processus de désignation de membres de la centrale électorale, les PPRDC dit non partant et il n'enverra pas ses délégués à la Commission électorale nationale indépendante dans les conditions actuelles. 7 millions d'électeurs zambiens sont appelés aux urnes ce jeudi. Sur fond des dettes et crises économiques, 16 candidats sont en liste, notamment le président sortant Edgar Lungu et Hakainde Hichilema. Les deux s'affrontent pour la 3e fois. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. Ce soir avec Bédrine Kingé qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Bédrine. Bonjour et merci Jenny Kaimbe. Alors débutons avec le tour d'horizon des journaux parus ce jeudi par la réaction suite aux propos des Kabound sur la prétendue mauvaise gestion de la ville de Kinshasa. Oui Jenny, plusieurs réactions ont tombé et parmi lesquelles un membre du gouvernement provincial qui a requis de l'anonymat, repris par 7sur7.cd, n'a pas partagé le même avis que le député national Jean-Marc Kabound. D'entrée de jeu, ce membre de l'exécutif provincial a rappelé que 70% de la ville provient du budget de la ville provient du gouvernement central. Pour lui, donc, les députés, au lieu de verser dans le populisme, feraient œuvre utile de demander au gouvernement central de ne pas asphyxier les provinces. Or, celui-ci ne donne pas les rétrocessions. Avec quels moyens? Le caucus des députés de Kinshasa veut que l'exécutif provincial réponde à tous les défis, s'est-il interrogé. Et dans la foulée, cette même source souligne que le 2 millions de dollars américains accordés par la présidence de la République pour appuyer la ville dans le volet assainissement est un bon geste, mais il n'est pas suffisant. En outre, ce membre du gouvernement Ngobila soutient que pour assainir Kinshasa pour un jour,
il faut 270 000 $ américains. Et s'agissant des immondices qui auraient élu domicile sur les rues de Kinshasa, particulièrement sur le boulevard Lumumba à partir de l'aéroport international de Njili, ce membre du gouvernement provincial persiste et signe que ce n'est pas vrai. Et Casinfo.ca rappelle que les élus nationaux de Kinshasa avaient, dans leur déclaration hier, déploré les embouteillages qui s'observent dans la capitale, l'insalubrité, les constructions anarchiques, mais aussi le banditisme urbain, appelé communément Koulouna. Et puis cette question, baisse des prix des billets d'avion pour les vols domestiques, la mesure du gouvernement peine à être appliquée. Effectivement, son effectivité pose problème dans la mesure où il existe encore certains points de divergence entre les compagnies aériennes et l'exécutif national. Voici donc l'échantillon de ce désaccord. Jenny, l'imposition d'un prix unique aux transporteurs au lieu d'une fourchette de prix et maximum pour chacune des destinations. La baisse de moitié presque du prix de billets d'avion, 45% donc, selon le Premier ministre, et le fait que ces compagnies aériennes ont été frappées de plein fouet par le Covid-19. Et d'après le quotidien, le journal, certaines compagnies aériennes se disent prêtes à fermer donc leurs portes. Et face à cette situation, le gouvernement a donné un ultimatum de 3 jours aux sociétés d'aviation pour se conformer à la nouvelle tarification consacrée à la baisse de prix de billets d'avion pour les vols domestiques, annonce Politico.cd. Dans une correspondance signée par le secrétaire général à l'économie nationale et parvenu à ce site, Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie, précise que ce délai permettra donc aux compagnies d'aviation de configurer les nouveaux tarifs dans leur système informatique. Et Jenny, lorsque nous parlons de la baisse du prix des billets d'avion, nous nous rappelons aussi du dossier de produits surgelés qui, après plusieurs semaines, cette décision continue de souffrir. Pour concrétiser cette promesse faite à la population, le chef du gouvernement, Samalou Kondé, compte donc poursuivre des échanges de finalisation avec les importateurs, renseigne cette fois-ci Zoomeko.net. Une précision faite lors de la récente réunion de conjoncture économique. Bédrine, cette question reste vraiment un véritable boîte à Pandore. Vraiment. Et consolidation des forces positives dans tous les domaines d'activité stratégique de l'Office congolais des contrôles, le cheval des batailles de son nouveau directeur général intérimaire. Jenny, après la remise et reprise au sein de cet établissement public, la nouvelle équipe de l'OCC dirigée par Gabi Loubi Bamampouya et Romain Lobo, respectivement directeur général AI et directeur général adjoint, s'est engagé à travailler sur l'anticipation des événements sur tous les fronts en tenant compte des exigences relevant de la gestion interne à court, à moyen et à long terme, en croire Comex Actu. Un groupe donc composé essentiellement des cadres de l'OCC, dénommé Task Force Proactive, va travailler dans le but d'accompagner les managers principaux pour la réalisation des objectifs lui assignés par le gouvernement central, poursuit ce mensuel d'information générale. Terminons avec ces sujets sportifs. De quoi s'agit-il, Bédrine? Il s'agit au fait du transfert de Lionel Messi, Jenny, au Paris Saint-Germain depuis le mardi, après plusieurs années passées au club Barcelone. Ce joueur argentin est au cœur de l'actualité à travers le monde, Jenny, et des réactions vont dans tous les sens. Certains supporters ont dû voyager avec lui en France, donc ils sont désormais supporters de PSG. D'autres par contre sont déçus car ils n'arrivent pas à suivre carrément Messi au PSG, soit à rester au club espagnol, comme en témoigne cette caricature du site Forum des As. Merci Bédrine Kenge pour votre revue de presse. Merci à vous autant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.